cette annonce. Radio Cyrnéa. Aujourd'hui, toujours avec notre ami et frère Thierry. Inusable, hein, qui, l'invité qui est déjà venu, il va nous parler de quoi? Vas-y. Alors, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Comte d'Auxois, grand maître, je dirais même sérénissime grand maître, d'un ordre de chevalerie. Et l'émission va être consacrée à la chevalerie. Alors, quel enfant n'a pas rêvé autrefois, ne fût-ce qu'en lisant des contes ou en jouant aux soldats. Avec des panoplies. Mais je pourrais être beaucoup plus ironique, un peu comme Montesquieu. Comment peut-on être persan à Paris? Comment peut-on être chevalier au XXIe siècle? Vous mettez une armure? Non, mon armure, c'est mon cœur. Très bien. Donc, votre arme, au fond, c'est des armes spirituelles. Ce sont des armes spirituelles. Ou intellectuelles. Ma Très pensée. Est-ce que vous pouvez évoquer, avant d'entrer dans votre vie du sujet, votre ordre de chevalerie, est-ce que vous pourriez présenter à grands traits ce qu'est la chevalerie? Eh bien, la chevalerie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, mais c'est aussi une philosophie. Oui. Alors, une façon de penser, de vivre, pourquoi? Parce que je pense qu'au fond de chacun d'entre nous, on a la volonté d'être juste et parfait. On n'y parvient pas forcément. Mais la chevalerie, dans son ensemble, aide à être mieux, à être meilleur, à être plus spirituel, à avoir des pensées qui ne dépendent pas du monde commun dans lequel nous vivons. Là, je vais vous arrêter. Vous faites allusion au code d'honneur de la chevalerie. Complètement. Qui sera repris après, avec quelques modifications, par le code scout. Absolument, absolument. Mais, historiquement, la chevalerie est bien née à une époque. Oui. À une époque troublée. Oui. Des grands coupe-gorge, des reîtres qui pillaient. Tout ce Moyen-Âge. Bon, période troublée. Et quelques hommes courageux se sont levés en quelque sorte, c'est ça, de manière presque anarchique, pour défendre la veuve et l'orphelin. Complètement. Ça, c'est l'expression populaire. Puis, l'Église a réglementé la chevalerie, lui a donné des objectifs précis, qu'on évoquera. Des codes de spiritualité. Et des codes de spiritualité. On peut penser aussi, entre autres, à Saint-Bernard. Que cherche le chevalier? C'est ce que je disais, il cherche à être meilleur, à servir son roi, parce qu'il ne faut pas non plus dissocier la chevalerie de la royauté. Oui, parce qu'on est dans la France féodale. Absolument, dans une France royale qui reconnaît que son roi qui, à l'époque, n'a pas un royaume aussi grand qu'on le connaît après sous Louis XIV, là, il y a encore des duchés souverains. Donc cela crée des problèmes par rapport au royaume de France, qui est petit, en fin de compte, qui est petit. Et même si avec des liens de vassalité. Hein. Complètement, avec des liens de vassalité, mais qui peuvent se retourner aussi contre vous. Donc la chevalerie, je pense, a permis de codifier tout ça pour justement ne pas avoir trop de conflits avec tous ces petits États souverains. Parce qu'on se reconnaissait tous sous une même bannière, mais sous un même code de vie. Mais au départ, les chevaliers étaient indépendants les uns des autres. Absolument. Il y avait une transmission. Donc une tradition dans le sens latin du terme, dont on transmet un héritage. Donc un chevalier adoube un autre chevalier. Expliquez ce que ça veut dire. Alors, déjà, quand vous dites qu'ils étaient indépendants, oui, et il y avait une vraie volonté à ce qu'un ordre de chevalerie ne ressemblât pas à un autre ordre de chevalerie. On sait bien que la trame est la même, de toute façon, ça commence pareil, ça finira pareil, mais l'intérieur de chaque ordre chevaleresque est différent. À sa spécificité. Sa spécificité. Un peu pour faire comprendre à nos auditeurs, ceux qui connaissent bien la Corse, les confréries, de loin, pour un touriste, ça se ressemble. Ça se ressemble. Elles se ressemblent, elles ne sont pas les mêmes. Mais voilà.
Bon, Exactement. je pense que Non, mais il y a nos toujours auditeurs... cette idée de défendre quelque chose ou quelqu'un. Absolument. L'ordre chevaleresque défend, comme on disait tout à l'heure, vulgairement la veuve et l'orphelin, ou des valeurs chrétiennes, ou bon. Les confréries défendent le terroir, Aussi. la terre, le terroir, tout ce qui a fait l'histoire d'une contrée, d'un pays, d'une île, Bien etc. sûr. Donc l'idée est la même, de toute façon, l'idée est la même. Et on peut voir que l'idéal chevaleresque, qui a sa grandeur et aussi ses faiblesses, parce que cette recherche de la bravoure a pu mener la chevalerie française à des catastrophes, en particulier contre les Anglais. Mais cet idéal-là a vécu d'une manière vivante jusqu'à la Renaissance. Oui. On voit par exemple le fameux François Ier se faire adouber alors qu'il est le roi. Alors qu'il est le roi, mais il n'est pas Et qu'il chevalier. est la source. Il est la source, Mais il se fait adouber chevalier parce qu'il est la source, mais il n'est pas la résolution. très bien. Et il a besoin d'être adoubé, et tout le monde sait que Oui. c'est par Bayard. Ouais. Bayard qui est un chevalier, un preux chevalier. Un preux Et chevalier. par qui est adoubé Bayard? Ah, grande question. Hein, L'histoire... vous ne connaissez pas. Non. C'est Sampiero Corso. Hein, Sampiero Corso, qui est devenu Sampiero d'Ornano, et qui a donné Une grande famille une grande famille corse, qui était donc venu avec les Médicis. Oui. Et c'est lui qui adoube Bayard. Ah bah, très bien. On a appris quelque chose. Alors, là, c'est un adoubement qu'on appelle chevaleresque. Oui, Parce que exactement. l'état de chevalerie s'acquiert soit par un adoubement chevaleresque, donc vous avez un chevalier qui adoube. Alors vous allez expliquer tout à l'heure comment se passe l'adoubement. Et le deuxième mode de conférer la chevalerie, c'est un adoubement liturgique. Et c'est une fonction qui est encore dans le pontifical, donc les cérémonies réservées à un évêque ou à un prélat, donc un père abbé par exemple, mais pas un simple prêtre. Et c'est un adoubement liturgique, ça se passe donc, lors d'une messe. en général d'une messe, avant l'offertoire. Et d'une manière générale, le chevalier, avant d'être adoubé, qu'il se soit d'une manière chevaleresque ou d'une manière liturgique, passe la veille, Logiquement, la nuit, en prière, et théoriquement à genoux, où il médite dans une chapelle sur l'état qu'il va, recevoir. et certainement, il y a en arrière-fond ces paroles de saint Paul, qu'il faut mener le bon combat, revêtir la mère du Christ, le baudrier, enfin, dans l'épître de saint Paul, il y a tout l'armement du chevalier romain, Oui, mais saint Paul, c'est l'apôtre chevaleresque. et qui est attribué au chevalier avec les vertus chrétiennes. Quels sont les modèles de la chevalerie? Quels sont vos modèles? On peut penser bien sûr à Saint-Michel. On pense à Saint-Michel, bien sûr, on pense à Saint-Georges. Saint-Georges, mais on pense aussi à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est un chevalier quelque part. Elle est chevalier de son fils. Elle est le chevalier de sa famille. On oublie un peu trop, quand on parle des saints, on oublie un peu trop la famille de Marie, qui est une famille très importante, qui descend de David. Donc, David, chevalier. Salomon, chevalier. Donc, pour moi, la Vierge Marie est un chevalier. D'ailleurs, Saint Bernard, dans son petit texte, éloge d'une nouvelle chevalerie, c'est pour l'ordre du Temple, mais qui s'appelait pas forcément l'ordre du Temple à l'époque. Non, ça s'appelait pas comme ça. Des pauvres du Christ, et du Temple de Salomon. Et on a gardé le mot Temple. C'est ça. Il ordonne comme souveraine Marie. L'étoile du matin. Voilà. Et c'est lié, du moins le Temple,
ou le temple de Salomon, comme l'ordre de Salazar, qui sont des ordres cousins, ou d'autres ordres hospitaliers liés aux croisades. Mais Saint Bernard indique bien qu'il ne s'agit pas de concourir à la délivrance de la Jérusalem terrestre ou charnelle, mais que le chevalier, même s'il fait couler le sang, alors que l'Église a horreur du sang, directement, et on pourra revenir dessus. Parce que les premières fois où il y a des chevaliers qui vont combattre pour défendre l'Église, c'est en Espagne. C'est en Espagne, oui. Et ce serait intéressant à creuser cet aspect. Saint Bernard indique bien que le chevalier qui quitte ses biens, qui fait un acte de foi, peut-être, même certainement. Peut-être aussi, c'est comme un vol de Gerfaut, on peut penser au beau poème d'Hérédia. Donc il est mu par l'appât du gain, ou des dépouilles, de se tailler un petit comté en Terre Sainte. Saint Bernard indique bien que c'est surtout, même s'ils vont vers la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste qui doit être la quête du chevalier. La quête du chevalier. Donc ça aussi, c'est intemporel. Oui. Bon. Donc on disait que le chevalier, bien sûr, se sert des armes. Et oui. Et il est adoubé par les armes, et il se servira de ces armes. Ça, c'est... Alors, l'Église, théoriquement, a horreur du sang. Oui. Les premières fois où elle a, en quelque sorte, béni les armes, c'est en Espagne, où il s'agissait de défendre des familles chrétiennes contre la barbaresque. Absolument, c'est pour défendre la chrétienté en même temps, contre l'envahisseur barbare. Donc, ça remonte, on voit très brièvement les origines de la chevalerie. Et vous insistez dans le livre qu'un de vos amis a écrit, Pascal Gambirasio Dasseux, La chevalerie, et je dirais tout à l'heure le sous-titre. Vous liez beaucoup la chevalerie à la monarchie. Oui. Mais alors, dans quel sens? Alors, déjà, je pense que la monarchie est indissociable de la chevalerie et vice-versa. Le chevalier a besoin d'être canalisé malgré tout. Alors bon, il y a un grand maître, bien sûr, mais au-dessus, il y a un pouvoir divin. Et le roi représentait ce pouvoir divin. Les vues du chevalier, là, sa manière de se comporter, est en rapport avec le code royal. Hein, on a un code de vie, de se tenir, de se maintenir, etc., qui est dans le code royal, et dans la maison du roi, etc. Enfin bon, tout ce qu'il a fait, et ainsi l'éducation des princes. Voilà. Et tout ça permet aux chevaliers de se tenir par rapport à une protection temporelle. Le roi est un protecteur temporel parce que lui-même a une protection spirituelle. Et c'est pour ça que je pense que c'est indissociable, la chevalerie et la royauté. Devient-on chevalier comme ça, du jour au lendemain? Alors ça, je ne pense pas. Il faut être page. Il faut être page, après il faut être écuyer, et après... Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ces échelons? Alors, page, vous êtes un garçon, hein, c'était les garçons, qui arrivaient vers l'âge de 12-13 ans, à peu près, de famille noble, famille, très bonne famille, très grande famille, parlons de la France, hein, puisque nous sommes chez nous, française, qui étaient envoyés auprès du roi, ou de ces grands apanagistes, et ils étaient là pour servir le roi et apprendre ainsi tout ce qu'on vient de dire, les codes, la façon de vivre, et envisager de devenir chevalier. Mais rien n'était sûr. C'est pas parce que vous avez été page puis écuyer que vous allez devenir chevalier. Non. Alors, est-ce qu'ils étaient admis après une sorte de vote
des autres chevaliers. Oui, oui, oui. Vous êtes admis après une concertation, mais, encore une fois, avec l'accord du roi. Avec l'accord du roi. Donc, après avoir passé quelques années en étant page, en servant le roi, en étant, ou les grands apanagistes, en étant dans cette orientation de vie royale, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le code royal, eh bien, il devient écuyer. Alors là, ça devient plus intéressant, parce que on est en charge des attributs du chevalier. Donc là, il commence à prendre vraiment toute la proportion de son travail auprès du chevalier. Il s'occupe du cheval. Un chevalier sans son cheval n'existe pas. Il s'occupe du cheval. Alors, ce qui veut dire qu'il faut qu'il connaisse les chevaux, ou qu'il apprenne à connaître les chevaux, qu'il connaisse la monte. Autrement, il ne peut pas se servir du cheval. Il s'occupe des armes du chevalier, de son écu, l'écu héraldique, car à son écu, on doit pouvoir reconnaître qui est le chevalier. C'est la carte d'identité. C'est la carte d'identité de l'époque. Et évidemment, l'épée qui très souvent est bénie, qui porte un nom, et qui est considérée comme le troisième bras du chevalier. Le bras vengeur, le bras qui défend, mais aussi le bras qui aide et qui soutient. Donc là, l'écuyer est vraiment dans ce monde de la chevalerie. Totalement. Mais c'est pas dit qu'il sera chevalier. Faut-il qu'il accepte d'abord ce qu'est le devoir du chevalier, et faut-il qu'il en ait aussi les capacités? Là, on ne sait pas. C'est pour ça qu'après, il y a un vote entre chevaliers, avec le grand maître de l'ordre, s'il y a un grand maître de l'ordre, si ce n'est pas le roi directement, et c'est le roi qui tranchera de toute façon, et il sera admis chevalier, et il devra être adoubé par l'un de ses pairs. Pour nos auditeurs, il faudrait spécifier certains aspects. Alors, on parle d'ordre de chevalerie. Et d'ailleurs, dans le pontifical, on parle de l'ordo pour instituer un chevalier. Absolument. Alors, vous avez une chevalerie laïque, oui, et une chevalerie presque monastique ou monacale, avec des vœux religieux. Ce qui était le cas des chevaliers du Temple. Et de quelques chevaliers encore aujourd'hui de l'ordre de Malte. Il y a très peu de conventuels, on appelle ça des conventuels. Absolument. Le grand maître de l'ordre de Malte doit faire vœu les trois vœux de religion. Vous avez aussi l'ordre de Calatrava, qui est un ordre espagnol, qui a fondu avec l'ordre cistercien. Vous devez avoir, je crois, aujourd'hui encore un couvent en Espagne. Il y avait même des chevalières, mais elles n'étaient pas adoubées. Non. Elles n'étaient pas adoubées, mais elles vivaient comme des religieuses. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez encore? L'ordre teutonique. Vous avez encore quelques... C'est aussi un ordre à vœux. Mais ce sont des moines aujourd'hui. Ce sont des moines, oui. Parce que, bon, les grandes ordres de l'ordre teutonique, c'est quand ils avaient la Prusse. Oui, bien sûr. Et un jour, le grand maître, il a écouté les voix de Luther, et il a dit, oh, je vais avoir un beau royaume, j'envoie par-dessus les murs mes vœux de religion, ma soumission à Rome et à l'empereur, et c'est la Prusse. Oui. Mais il reste encore aujourd'hui quelques reliques, au fond, de l'ordre teutonique, mais ce n'est plus que des moines. Et on ne les distingue plus, au fond, des chevaliers. Mais absolument. Qu'en France, malgré tous les ordres français sont des ordres chrétiens, mais il n'y a pas de vœux à faire. Pas du tout. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Michel, Saint-Louis, l'étoile, il n'y a pas de vœux à faire. Il y a un code qui est différent, comme je disais tout à l'heure, différent suivant les ordres. Une sorte de promesse. Il y a une promesse. Un peu comme la promesse scout. C'est ça, on s'engage
Oui. On s'engage par l'adouement, on s'engage à être un preux chevalier. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Défendre l'Église, défendre, encore une fois, la veuve et l'orphelin. Mais on ne prête pas, on ne fait pas de vœux ni de chasteté, ni de misère, de pauvreté, etc. Ou d'obéissance. Alors, on fait le vœu d'obéissant. Mais c'est pas un vœu, c'est un serment. C'est un serment sous forme de serment. Ouais. Mais qui concerne uniquement la vie de l'ordre. Ah, totalement. Par exemple, un grand maître de chevalerie, d'un ordre de chevalerie, ne pourrait pas imposer à ses chevaliers tel ou tel vote ou tel choix politique. Ah non, absolument pas. Absolument pas. C'est uniquement dans le cadre de l'ordre chevaleresque. Donc revenons, vous disiez que normalement, il y a une fondation au départ d'ordre royal. D'ordre royal, absolument. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on entend par ordre souverain? Alors, un ordre souverain, c'est un ordre qui s'autogère lui-même, qui peut avoir, qui peut être un peu, il n'est pas inféodé. Il reconnaît son roi, mais il ne fait pas partie des maisons du roi. Il est à part, il est souverain, et c'est lui-même qui gère ses finances, ses choix, même ses choix, on parlait de politique, même ses choix politiques, d'aller vers tel ou tel duc, roi, etc., et qui est considéré, on peut le dire comme ça, mais surtout aujourd'hui, on peut le considérer comme un État souverain. Voilà. Qui est différent de l'ordre royal, qui lui dépend du roi directement. Là, l'ordre se défend tout seul, il n'est pas inféodé. Alors, si on prend par exemple un fait d'actualité relativement récent, quand on a exigé la démission du grand maître de l'ordre de Malte. Juridiquement, le grand maître a très bien pu refuser. Totalement, parce que, encore une fois, et c'est la même chose pour l'ordre dont nous parlerons tout à l'heure, le souverain, qu'il soit roi ou souverain pontife, est le chef suprême, mais il n'est pas le chef souverain. Et le grand maître de Marne aurait très bien pu dire, mais attendez, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux. Dire c'était sa première réaction. Ça a été sa première réaction. Bon, après, on lui a fait comprendre qu'il fallait mieux qu'il s'en aille, parce qu'il y avait des loups. Oui, bon, passons. Voilà, ne nous égarons pas. Mais il aurait très bien pu rester, bien sûr, il est souverain. Et l'ordre de Malte a un statut d'ordre souverain. Alors, l'ordre de Malte est un des rares ordres reconnus par les États modernes, puisqu'il a un statut juridique d'État. Absolument. Même s'il a perdu son territoire. Oui, il n'a plus qu'un palais à Rome, voilà. C'est tout. Qui jouit de l'autonomie. Ils peuvent même nommer des ambassadeurs. Ils ont des ambassadeurs, oui, absolument. L'ordre de Malte. Et c'est le seul ordre qui est reconnu par la plupart des États. Oui. Et ce qui est amusant, par exemple, vous connaissez la Bourgogne. Très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans certains coins de Bourgogne, il n'y a jamais eu de chemin de fer. Oui. Parce que le traité, après la chute de Napoléon, laissait pendant l'existence de Malte. C'est vrai. Qui pouvait réclamer juridiquement telle et telle possession en France. Et c'est pour ça que on était incertain de ce qui allait advenir. Il n'y a jamais eu de chemin de fer dans telle et telle région de Bourgogne. C'est vrai. Petit détail. Oui, mais très important. On voit à quel point c'est lié. Absolument, oui. Avec un ordre souverain, évidemment que c'est une quête d'avoir son territoire. C'est sûr, pour être reconnu comme État souverain. C'est vrai que ça, c'est un peu l'étoile qui fait espérer
d'être reconnu comme État souverain. Mais bon, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est Napoléon Qui a cassé tout ça. qui a détruit ce vestige, Oui. encore vivant. Oui. Alors aujourd'hui, quand on parle d'ordre, dans quel sens faut-il le comprendre? Eh ben, je pense qu'il faut le comprendre. C'est plutôt comme une compagnie chevaleresque. Voilà, comme une compagnie chevaleresque. Parce que juridiquement, alors juridiquement, on ne peut pas employer le mot ordre, du Non. moins en France. alors c'est très compliqué. Nous, avec l'ordre de l'Étoile, nous avons eu le droit d'utiliser le mot ordre à condition de mettre devant ancien ordre. Pour ne pas vexer le président de la République, qui logiquement est le grand maître de tous les ordres. Donc, le grand chancelier de la Légion d'honneur nous a demandé de mettre ancien ordre devant l'ordre. Mais Parce que c'est une refondation, on en parlera tout à l'heure. refondation. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer, il y a eu des cas, par exemple en Belgique, l'ordre du Rouvre, par exemple, Oui. qui a disparu, ça peut durer peu de temps. Juridiquement, ils ne peuvent pas employer le mot ordre. Ils peuvent employer le mot compagnie chevaleresque. Oui, voilà. Parce que aujourd'hui, dans l'État moderne, c'est l'État qui confère les ordres. C'est l'État qui va faire les ordres. Alors, en Belgique, il y a un roi, donc c'est plus facile si on veut vraiment fonder un ordre qui correspond aux visées du roi. Ce sera plus facile que dans une république où on est un peu contre tout ça, de toute façon. Donc, Bon. Bien sûr. Alors, comment faire si naïvement, on va sur Internet, on tape chevalerie ou hors de chevalerie, c'est comme la nuit, on ouvre la lumière, on ouvre les fenêtres, qu'est-ce que vous allez avoir? Toutes sortes de papillons, d'oiseaux bizarres qui vont venir, attirés par la lumière. Exactement. Bon, absolument. vous allez sur Internet, vous avez je ne sais pas combien d'ordres du Temple, combien d'ordres du Dragon Vert, que sais-je. Comment vous protéger contre des escrocs, des falsificateurs? Alors déjà, aujourd'hui, quand on entre dans un ordre de chevalerie, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, on demande quand même certains papiers. Oui, non, mais ça c'est normal. Hein, donc le Que ce soit l'ordre de Saint-Lazare, voilà, le bon. casier judiciaire, Mais l'acte de baptême, etc. Parce que bon. on peut pas accepter Parce tout que vous- et n'importe quoi, parce enfin, que vous c'est êtes- n'importe qui. Parce que vous êtes, vous, un ordre catholique. Oui. Est-ce que vous acceptez des gens d'autres confessions? Non. Si, nous acceptons les protestants et les orthodoxes. Voilà. Et au nom de quoi? Parce qu'il n'y a pas une tradition ancienne. Non, mais je pense qu'aujourd'hui... C'est comme l'ordre de Saint-Lazare, alors. Oui, je pense qu'il faut être œcuménique. D'accord, j'ai compris. Mais, On ne peut plus se cantonner à être seul. mais je comment pense. vous protégez, par exemple, contre des faussaires? Difficile. Difficile, mais bon, ça après, c'est au jugement. Et puis de toute façon, si la personne commence à dévier, je leur ai dit... Non, mais d'accord. Mais mettons Effectivement, donc. quelqu'un qui ne connaît pas. Il va sur Internet, il tape ordre de chevalerie. Il y a de tout. Bien sûr, il y a tout. Bien Est-ce sûr. que vous êtes capable de vous protéger contre des aigrefins? Oui, Ici. oui, je pense que oui. Ben, nous avons quand même dans l'ordre des personnages Parce que regardez, qui sont l'ordre de liés à l'étoile. l'État et- L'ordre de l'étoile. Bon, c'est moi qui ai fait la mise en page du livre et les illustrations. J'ai passé d'ailleurs un très bon moment. Mais je me suis amusé à aller sur Internet et de regarder à peu de choses près. On trouve des faux frères, comme on pourrait dire. Ah oui, 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 mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, oui. par exemple, l'ordre de l'étoile, bon, ça peut être l'étoile du Sud ou l'étoile du pôle Nord, que sais-je. Et ça Bon. existe, l'étoile du Sud. Oui, oui, oui. Ça, c'est- Peu importe. Peu importe. Mais je disais ça pour rire, Est-ce que vous pouvez... Bon, je pense que vous avez fait déposer le nom. Oui. Donc, est-ce Oui, que oui. vous pouvez juridiquement, mettons quelqu'un qui s'appellerait l'ordre de l'étoile du pôle Nord, est-ce que vous pouvez lui interdire? Alors,
légalement. C'est-à-dire peut-être pas parce qu'il rajoute à l'étoile quelque chose. S'il s'intitulait uniquement Ordre de l'Étoile, oui, bien sûr. Bah oui. Bien sûr, puisque de toute façon l'Ordre de l'Étoile est une marque. Elle est déposée comme une marque. Bon. Elle est déposée comme une marque. Comme tous les ordres de chevalerie français d'ailleurs, nous les avons déposés comme des marques. Donc personne ne peut s'en prévaloir. Ou usurper. Et là, c'était une précaution par rapport à certains Faussaires. oui, ou personnes indélicates, même de la famille royale. Bon. L'ordre dont vous êtes le grand maître est un ordre à la fois ancien et récent. Absolument. Donc c'est-à-dire qu'il a été reconstitué, réanimé, sorti du musée pour lui redonner vie. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est une volonté, après un passage difficile à l'ordre de Saint-Lazare, il y a eu beaucoup de conflits. Alors, une des branches de Saint-Lazare, parce qu'il y en a autant que... Il y en a 3 ou 4. On peut en bénir. Parce que l'ordre de Saint-Lazare, qui a été restauré au XIXe siècle, avait comme protecteur historique le patriarche grec catholique de Damas. Et aujourd'hui, on voit toutes sortes de... Oui, non, on voit tout et n'importe quoi. Bon. C'est dommage, d'ailleurs. Et donc, après un passage douloureux, difficile, avec feu Monseigneur le comte de Paris, qui vient de nous quitter, nous avons eu l'envie, la volonté de créer un ordre chevaleresque. Alors, lequel prendre? C'était assez compliqué, parce que le Saint-Esprit, Saint-Louis, Saint-Michel, tout ça, logiquement, est protégé par la Légion d'honneur, et on ne peut pas trop y toucher. Donc, il a fallu aller vers des ordres encore plus anciens. Et on a trouvé donc cet ordre de l'Étoile, qui est le plus ancien ordre en fin de compte. Et vous avez rajouté du Mont Carmel. Alors on a rajouté le Mont Carmel. Alors ça, vous le partagez avec l'ordre de Saint-Lazare. Non. Attendez, là il faut revenir sur l'histoire. La seule branche qui a le droit de se servir de Notre-Dame du Mont Carmel après ordre de Saint-Lazare, c'est la lieutenant de Saint-Lazare, qui est suffragante de l'Ordre de l'Étoile, et dont je suis le patron. D'accord. C'est tout. Mais les autres n'ont pas le droit de le faire. Mais il me semble qu'au départ... Au départ, c'était Saint-Lazare et Notre-Dame de Mont-Carmel. C'est ça. Ça à la création. Tout à fait à la création. Absolument. Mais tout ça a disparu, et personne ne peut se prévaloir de mettre et Notre-Dame du Mont-Carmel. Parce que là aussi... Même pas la branche de Saint-Lazare. Non, il n'y a que la lieutenance. D'ailleurs, je l'ai fait réintégrer au titre. Alors eux, ils ont un protecteur religieux. Alors, la lieutenance dépend de l'ordre de l'Étoile. Donc il n'y a pas de protecteur religieux, mais on a signé des accords avec l'international pour faire corps avec la branche espagnole. Ce qui est mieux que d'avoir 36 branches qui œuvrent. Une petite parenthèse. Bon. Votre ordre a été réanimé en quelque sorte par un prince de sang. Donc il y avait les prérogatives de faire ce qu'il a fait. Absolument. Mais vous avez certains ordres anciens qui ont été réanimés par des dignitaires religieux. Oui. Entre autres Saint-Lazare. Et je ne connais pas le nom actuel. Mais Saint-Lazare... L'ordre qui s'appelle le patriarcat de Damas a créé aussi un ordre de chevalerie tout récemment. Mais c'est pas c'est tout récent. Mais encore une fois, Saint-Lazare avait comme grand maître toujours un prince de France. Donc là aussi, il y a quand même le pouvoir suprême qui est au-dessus. Puisque le dernier grand maître de Saint-Lazare sous la Restauration, ça a été... Alors, on se demande si ça a été Charles X ou Louis XVIII. Moi, je crois que c'est Louis XVIII qui a été le dernier grand maître de Saint-Lazare. Légitime, oui. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu redoutables. On pouvait très bien comprendre qu'au Moyen-Âge, ou sous l'Ancien Régime, on ait envie de devenir chevalier pour défendre la veuve et l'orphelin ou son roi. Aujourd'hui,
Il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, plus de rois. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme sain d'esprit à devenir chevalier? Est-ce que c'est le plaisir d'avoir une cape pour cacher sa misère? Croyez-vous que je sois sain d'esprit? Alors ça, je vous en... C'est là la grande question. Oui. Non, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça attire des gens soit peu équilibrés, soit qui cherchent à vivre si, ça dans attire, un autre monde? Oui, bien sûr. Ça attire forcément des branzingues. C'est normal. Ouais, ça attire aussi beaucoup de personnes, comme vous disiez, pour avoir un joli costume, une croix, une médaille, un chapeau, voilà. C'est bien sûr, mais enfin, à nous d'être suffisamment vigilants et... Parce que théoriquement, il y a un temps de probation qui permet à l'ordre de vérifier si le type vraiment recherche... Vraiment, une quête spirituelle ou non? Une quête spirituelle, mais le danger, c'est de vouloir mettre à cette boutonnière X médailles. Alors, est-ce que vous interdisez la double appartenance? Alors, la double appartenance, oui. Sauf Saint-Lazare, bien sûr. Sauf la branche de Saint-Lazare qui est sous l'autorité de l'Ordre de l'Étoile. Autrement, oui, parce qu'après, ça devient n'importe quoi. C'est la chasse aux médailles, quoi. Mais ça peut être un danger. Et ça peut être un danger. Et puis, je veux dire, je suis de l'ordre de ceci, de l'ordre de cela, de l'ordre d'autre chose. C'est n'importe quoi. On peut pas être partout. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme moderne à mettre ses pas dans ceux des chevaliers d'autrefois parce que le combat a changé de nature. Le combat a changé, mais malgré tout, il reste le même. C'est vrai. Alors c'est quoi? Eh bien, moi je crois que dans cette vie que nous vivons, qui est d'une horreur parfaite, ce siècle, ce 21e siècle, qui pour moi est le siècle de la laideur. Je croyais que c'était le 19e. Non. Le 21 bat largement le 19e. C'est un siècle de laideur, c'est un siècle où on applaudit le dernier et où on renvoie le premier. C'est le monde qui marche à l'envers. Je crois que justement, c'est là où nous nous érigeons comme défenseurs d'une tradition, d'une façon de vivre, d'une histoire, d'une langue. Et nous combattons aussi pour préserver les ouvrages, les mobiliers et immobiliers de la chrétienté. Non, tout ça c'est très beau. Mais permettez-moi d'être un peu dubitatif. Un jeune, par exemple, qui voudrait être moine. Bon, il y a encore des monastères en France, même de tradition. Il va passer plusieurs années à se frotter avec les us et les coutumes de telle communauté, s'imprégner d'une tradition qu'il reçoit. Ouais. Il y a tout un travail d'éducation. Comment recevez-vous l'homme moderne qui, par nature, est individualiste, marqué par l'esprit égalitaire? Oui. Mais là encore, l'homme moderne, s'il veut rentrer dans un ordre, qu'il est sérieux bien sûr, a d'autres façons de vivre, a d'autres façons de penser. Il n'est pas égalitaire, il pense pas qu'à lui, il a une autre façon d'appréhender cette vie désastreuse que nous vivons au quotidien. C'est une manière de s'élever, c'est quelqu'un qui a envie de s'élever, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, de faire, d'être utile. C'est tout à fait différent. Le lambda qu'on trouve dans la rue, il a rien à foutre de la chevalerie, je veux vous dire. Il sait pas ce que c'est d'abord. Bon. Donc c'est pas sur cela qu'il faut tabler l'existence ou non d'un ordre. C'est de ceux qui ont une aspiration profonde à devenir un chevalier avec les codes de chevalerie qui ne sont plus les mêmes, mais tout en étant similaires, et de défendre ce pourquoi l'ordre est voué. Donc théoriquement, c'est la défense du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, de l'Église, et du fait que vous recevez cet héritage qui remonte à la nuit des temps. Oui. Parce qu'on peut trouver l'esprit chevaleresque avant même la chevalerie.
Oui, bien sûr. Si on lit par exemple la chanson de Roland, on trouve cet esprit. Bien sûr. Même dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est pareil. C'est partie de la culture indo-européenne. Exactement. Et il y a toujours une quête de chevalerie, quelle qu'elle soit. Bien sûr. On peut lui donner n'importe quel nom que l'on veut, mais le résultat est le même. Bien sûr. Les premiers chevaliers, ils remontent à quelle époque? À partir de quand on a décidé d'avoir ces règles? C'est le Moyen-Âge. Mais ancien. Le haut Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge. C'est avant Charlemagne. Non, pas vraiment. Oui et non. Oui et non, on parlait de Roland. Il y a l'esprit chevaleresque. Il y a l'esprit chevaleresque. Ouais. Il n'y a pas encore les chevaliers, les codes de la chevalerie. C'est plutôt lié à l'effondrement des structures politiques sur le territoire, où il y a des brigands. Vous avez des hommes courageux. On arrive 900, 1000. C'est ça. C'est les croisades. Voilà, c'est oui, ça. Oui. Hein, à cette époque-là. C'est ça. À cette époque-là. Mais, disons, l'esprit chevaleresque précède. Oui, absolument. L'esprit chevaleresque précède la fondation, les fondations. De même, par exemple, il y a des ordres ordres plus ou moins monastiques qui ont disparu. Par exemple, je pense aux moines pontins. Ils étaient surtout actifs en Provence, en Ardèche. Ça a disparu. Ils s'occupaient à construire des ponts pour rendre la vie plus facile à des villages complètement isolés. Mais il y a beaucoup d'ordres qui ont disparu au cours des siècles. Bien sûr. On parlait de l'ordre de l'Étoile. L'ordre de l'Étoile a disparu. C'était un ordre extrêmement dur, avec un code extrêmement dur, où les chevaliers ne devaient jamais tourner le dos aux adversaires, et ne devaient pas être à plus de 4 pas de l'adversaire. Donc forcément, ils se faisaient trucider. Bon, ce qui explique les hécatombes contre les Anglais. Donc, cet ordre est tombé en désuétude. Puis, il a été relevé... Alors ça date de Robert le Pieux, hein, donc c'est vraiment les premiers capétiens. Il est tombé en désuétude, ou en déshérence. Arrive Jean le Bon, quand il rentre d'Angleterre, il veut faire une réponse à la jarretière anglaise. Et il va rechercher cet ordre de l'Étoile qu'il modifie, mais les codes restent encore très durs et très compliqués. Et l'ordre tombe, encore une fois, en déshérence. Voilà. Et il y a beaucoup d'ordres comme ça qui ont disparu au cours des siècles, et souvent... à cause de leur code très dur. Le fameux dictionnaire d'Héliot, dictionnaire des ordres de chevalerie, du moins ceux qui intéressent à cette question. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Alors, votre ordre a été restauré, refondé récemment par un prince de la famille d'Orléans. Alors, question subsidiaire, votre ordre serait-il orléaniste ? Non, il n'est pas orléaniste, je veux dire, cet ordre a l'appellation d'ancien ordre royal et souverain. Alors on me dit parfois, oui, mais ça peut pas être royal si c'est souverain. Alors c'est totalement idiot. Il est royal parce qu'il vient de la royauté. Maintenant, il y trouve sa source. Il y trouve sa source. Maintenant, il est souverain, donc, comme je disais tout à l'heure, il s'autogère. Nous avons un chef suprême qui est le chef de la famille royale de France, ce qui était donc le cas de feu Monseigneur le Comte de Paris. Aujourd'hui, son fils, qui hérite des titres et de la place de son père, peut être le chef suprême de l'ordre de l'Étoile. Mais s'il ne veut pas, ou si ça ne l'intéresse pas, ou que sais-je, on n'en a pas besoin. Si l'ordre est souverain. L'ordre est souverain. Moi, j'en suis le grand maître. Alors, je vais vous poser une question. Mettons, vous n'êtes pas orléaniste, donc vous accepteriez un bonapartiste ou un légitimiste. Oui, mais je vais vous dire, ça m'étonnerait qu'ils viennent vers nous. Bon, on ne sait jamais. Oh, ça m'étonnerait. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup. Qui sait? Moi, j'ai connu des bonapartistes qui étaient en même temps monarchistes. Mais je veux dire, je croirais plus un bonapartiste qui vienne nous demander l'entrée en chevalerie,
quelqu'un qui fait partie de la maison de Bourbon. Là, Et pour quelle raison? Parce qu'ils défendent un autre prince, enfin un prince d'ailleurs qui n'a pas la qualité de prince, qui se prétend être le roi des jurés de France. Donc forcément, ils n'ont pas envie d'aller dans un ordre qui a été refondé par le comte de Paris. Qu'en savez-vous? Non. Ça, alors là, je pense. ma tête à couper. C'est pas une émission sur la maison de France. Mais un légitimiste, même s'il n'a une certaine aversion qui peut être fondée de la famille d'Orléans, considère malgré tout qu'un Orléans est un prince de sang. Oui, mais je ne pense pas que le débat soit à ce niveau-là. Je pense pas. Le débat, c'est on ne reconnaît pas les Orléans parce que Philippe Égalité, hein. Deuxièmement, c'est pas vrai, ils n'étaient pas les héritiers du trône, c'est nous parce que, en fin de compte, le traité d'Utrecht n'existe pas. Écoutez, on va pas faire une querelle juridique là-dessus, mais voilà. C'est une question que je connais sur le plan juridique. On n'a pas grand-chose à se dire. Mais là-dessus, vous avez pas de tort. Et, petite parenthèse dans l'émission, le traité d'Utrecht, théoriquement, le roi est dans une sainte impuissance. Il ne peut pas aliéner la souveraineté. Non. On peut penser ce qui s'est passé pendant la guerre de 100 ans. La France a failli devenir anglaise. Oui, ben justement. Mais les juristes auraient empêché cela. Voilà. Et là, c'est pareil avec Philippe Saint-Despain, c'est la même chose. Il renonce. Quand on crée une maison, une autre branche, une autre maison royale, on abandonne ses titres et qualités de la maison dans laquelle on vient. Ça, c'est primordial. Ça peut se discuter. Laissons ça de côté, on arrive presque à la fin de l'émission. Alors, un ordre de chevalerie a un objectif, un combat mené. Si je vous ai bien compris, on reçoit une tradition, on essaie de la défendre, de l'illustrer. Mais concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, l'ordre, on va prendre l'ordre de l'Étoile, puisque c'est celui qui nous occupe, n'est pas un ordre qui défend la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas un ordre humanitaire, caritatif. Hospitalier. Hospitalier. Ce n'est pas notre but. Pour ça, il y a la branche de Saint-Lazare. Nous, ce que nous voulons, c'est la préservation du patrimoine chrétien. Racheter les églises en perdition, racheter les monastères, racheter tout ce qui tombe et que l'Église laisse tomber. Mais pas seulement en rachetant les monuments et puis on se dit ça y est, on est heureux, on a une église. Non, en remettant un curé dans l'Église, en recréant la vie, la cité autour de l'Église. Donc, recréer des sortes de micro-chrétienté. Exactement. La chrétienté. Beau programme que je vous souhaite de réaliser. Voilà. On s'y emploie, en tout cas. Écoutez, chers amis, à une prochaine émission. À une prochaine fois. À une prochaine fois.